Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer un quatrième chapitre et nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir les techniques de calcul de coûts. Et nous allons commencer avec la première méthode, celle qui va nous donner un revient complet, la méthode des centres d'analyse ou sections homogènes. Alors, cette méthode, la méthode des centres d'analyse ou sections homogènes, ça sert à quoi? Eh bien, la réponse à obtenir un coût de revient complet. En utilisant deux techniques ou deux procédures, celle d'affecter les charges directes au coût et coût de revient des produits. Donc, les charges directes sont affectées, donc le terme à utiliser, c'est le terme affectation, sont affectées aux différents coûts et coûts de revient des produits ou services vendus. Et en imputant les charges indirectes au coût et coût de revient des produits par la méthode des centres d'analyse, donc les charges indirectes sont imputées aux différents coûts et aux coûts de revient des produits ou services vendus. Donc, les deux termes que nous allons utiliser tout le long de cette technique, c'est le terme affectation des charges directes et imputation des charges indirectes. Alors, quels sont les éléments clés de la méthode des sections homogènes ou centres d'analyse? Alors, première notion, la notion de section homogène et la notion de centre d'analyse. Deuxième notion, la notion de l'unité d'œuvre. Et enfin, troisième notion, la procédure de traitement des charges indirectes. Donc, nous allons voir successivement la notion de section ou centre d'analyse, la notion d'unité d'œuvre et le principe de traitement des charges indirectes. Alors, c'est quoi une section homogène ou un centre d'analyse? Alors, voici une définition. La section homogène, c'est un compartiment d'ordre comptable dans lequel sont groupés préalablement à leur imputation au compte de coût ou prix de revient intéressé les éléments de charge qui ne peuvent être affectés directement à ces comptes. Cette définition est donnée par le plan comptable tunisien 68. Et là, nous assistons sur le fait que, 1. La section homogène, elle est de nature comptable, donc c'est un compte, dans lequel nous allons mettre tous les éléments de charge indirects. Une autre définition, celle-ci concerne le centre d'analyse. Un centre d'analyse est une division de l'unité comptable. Donc, nous sommes toujours dans cette notion de compte dans laquelle sont groupés préalablement à l'imputation au coût des produits les éléments de charge indirects. Là, c'est beaucoup plus explicite et cette définition nous est donnée par le plan comptable français révisé 82. Donc, que ce soit la section ou le centre d'analyse, c'est un compte, essentiellement. Alors, est-ce que les centres sont de même nature? Donc, une section homogène ou un centre d'analyse, est-ce que c'est quelque chose de, si vous voulez, d'identique? Ben, la réponse, non. Non, les centres ne sont pas de même nature, ou les sections ne sont pas de même nature. Donc, à une entité opérationnelle, autrement dit une division réelle de l'entreprise, on associe un centre d'analyse ou une section homogène principale. Et à une entité de soutien, donc qui n'est pas opérationnelle, on associe un centre d'analyse auxiliaire. Donc, nous avons des sections ou des centres d'analyse principaux et des sections ou des centres d'analyse auxiliaires. Donc, pour l'unité de production, donc c'est une entité réelle, une division réelle de l'entreprise, on associe un centre principal, qu'on va appeler centre principal, atelier de production, dans lequel nous allons mettre les charges de cette entité. Et un service informatique, par exemple, qui n'est pas une division opérationnelle ou une entité opérationnelle au sein d'une entreprise, nous allons lui associer un centre auxiliaire, qu'on va appeler centre auxiliaire informatique, et là, nous allons mettre dans ce compte-là les charges
de cette entité. Qu'est-ce qu'une unité d'œuvre? Donc, c'est la deuxième notion, la notion d'unité d'œuvre. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'une unité d'œuvre est toujours associée à un centre principal. Cette unité d'œuvre mesure l'activité de ce centre principal. Et enfin, l'objet de calcul de coût a utilisé cette unité d'œuvre ou contient cette unité d'œuvre. Voici les trois conditions pour qu'on parle d'unité d'œuvre. Associée à un centre principal, mesure l'activité du centre principal et l'objet de calcul de coût contient ou utilise cette unité d'œuvre. Alors, si on prend un atelier de production, l'unité d'œuvre sera par exemple le nombre d'heures machines. Par exemple, alors, les casiers d'un Airbus, on a cité 90 heures machines pour apparaître, pour être produite. Donc, si l'heure machine est l'unité d'œuvre, donc cet objet de calcul de coût contient 90 unités d'œuvre de ce centre atelier de production. Un autre exemple d'unité d'œuvre, le centre principal achat et approvisionnement. Donc c'est un centre opérationnel. Son unité d'œuvre peut être les 100 dinars d'achat. Alors, supposons qu'on a acheté pour 50 000 dinars du composant XR 2025, donc c'est l'article. Ce composant contient 500 unités, donc 50 000 sur 100, ça nous donne 500 unités d'œuvre du centre achat. Troisième notion, la notion de procédure de traitement des charges indirectes. Alors, quelle est cette procédure-là? Il y a trois temps du traitement des charges indirectes. Alors, supposons que nous avons un ensemble de charges indirectes et que nous avons à répartir ces charges indirectes sur 4 centres, un centre auxiliaire et 3 centres principaux. Alors, nous avons des charges indirectes que nous allons traiter, autrement dit, nous allons répartir ces charges indirectes sur les différents centres. Alors, premier temps de traitement, première procédure, il va y avoir une répartition primaire qui consiste à répartir les charges indirectes sur les différents centres. Alors, les 5000 vont être répartis sur les différents centres. On verra comment on va faire cela. Deuxième charge va être répartie. Et enfin, la troisième charge va être répartie. Donc, toutes les charges indirectes ont été réparties sur les différents centres. Et nous obtenons un total primaire, autrement dit, le total pour chacun des centres des charges qui lui ont été réparties. Le deuxième temps, deuxième procédure, la répartition secondaire. Il s'agit de répartir les frais des centres auxiliaires sur les centres principaux. Et on verra comment. Donc, tout ce qui existe dans le centre auxiliaire va être réparti sur les centres principaux et nous obtenons ainsi un total secondaire. Donc, c'est un total où vous avez la somme du total primaire plus les charges du centre auxiliaire qui ont été réparties. Et nous arrivons à la troisième procédure. C'est le calcul du coût des unités d'œuvre. Ça, c'est le point focal, le point le plus important. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'abord des unités d'œuvre de chacun des centres principaux. Alors, l'exemple ici, c'est le kilogramme acheté. Pour le deuxième centre, c'est le nombre d'unités produites ou le nombre de produits. Et pour le troisième centre, c'est les 100 dinars de vente. Et nous avons besoin aussi du nombre d'unités d'œuvre recensées au niveau de chacun des centres. 100 000 kg achetés, 50 000 unités produites et 1 500 000 dinars de vente, ce qui revient à 15 100 dinars de vente.
Et là, nous allons calculer le coût d'unité d'œuvre. Il s'agit tout simplement de diviser 70 000 par le nombre d'unités d'œuvre. Et voilà ce que ça nous donne. 0,7, 0,6. Et en fin de compte, vous avez un dinar pour chaque 100 dinars de vente. Alors, comment nous allons imputer les frais d'une section principale au coût de l'objet de calcul, bien entendu? Alors, nous allons prendre un exemple. Alors, supposons que nous avons un composant Airbus que nous avons obtenu et qu'il est cité 10 000 LIV. Et sachant que l'unité d'œuvre du centre achat est le dinar d'achat. Et sachant aussi que le coût d'unité d'œuvre du centre achat est de 5 dinars. Sachant que 500 000 rivets ont été achetés à 50 000 dinars hors TVA, autrement dit, le prix d'achat, je dis bien le prix d'achat, d'un rivet est de 0 dinar 100. Alors, il sera imputé au coût du composant 0,1 fois 10 000 fois 5, soit 5 000 dinars de charge indirecte d'achat. Voilà pour l'imputation des frais d'un centre principal. Alors, maintenant nous allons aborder un problème, c'est le problème des prestations réciproques. Alors, ce problème surgit lorsque nous faisons la répartition secondaire. Alors, je rappelle, la répartition secondaire, c'est la répartition des frais des centres auxiliaires sur les centres principaux. Donc, il y a prestation réciproque entre deux ou plusieurs sections auxiliaires, je dis bien auxiliaires, lorsque ces sections se répartissent mutuellement des frais. Alors, voici un exemple. Imaginons que nous avons deux centres auxiliaires, entretien des bâtiments et énergie, et trois centres principaux. Nous avons le total de la répartition primaire. Et vous remarquez ici que les frais du centre entretien sont répartis 10% sur le centre auxiliaire d'énergie et le reste sur les centres principaux, et que le centre énergie répartit 40% de ses frais sur le centre entretien. Alors, comment nous allons interpréter cela? Nous avons ici des prestations réciproques puisque les deux centres se répartissent mutuellement des frais. Donc, en termes d'interprétation, le centre entretien fournit 10% de son activité au centre énergie et aux autres centres selon des pourcentages, et le centre énergie fournit 40% de son activité au centre entretien et aux autres centres selon des pourcentages. Il y a donc prestation réciproque entre ces deux centres, entretien et énergie. Donc il y a un problème, pourquoi? Parce que les frais qui sont répartis par l'un des centres dépendent de ce qu'il va recevoir de l'autre centre. Donc il y a ici un problème d'indétermination. Comment nous allons résoudre cela? Comment nous allons résoudre ce problème de prestation réciproque? Alors la méthode la plus utilisée est celle de la résolution algébrique. Il y a d'autres méthodes, je ne vais pas en parler. Et ce, en créant un système d'équations. Puisque, dans notre cas, nous avons deux centres qui se répartissent mutuellement des frais. Donc, il y a, je m'excuse, une indétermination concernant les frais de chacun des centres. Donc, il y a deux inconnus. Et donc, là, on va utiliser un système d'équations, un système de deux équations à deux inconnus. Et voilà comment on résout le problème. D'abord, il y a une mise en question du problème. Ensuite, on va passer à la résolution. Alors, on va appeler X le total du centre, le total des frais du centre entretien, Y le total des frais du centre énergie, et nous allons poser notre équation. Alors, la première équation, on reprend le montant, la répartition primaire du premier centre qui est 6 000,
plus 0,4 le total du centre, le total des frais du centre énergie. Et on pose Y, 18 000, ça ce sont les frais de la répartition primaire, plus 0,10, 0,1, le total des frais du centre entretien. Donc voici nos deux équations, et à partir de là, on substitue dans l'équation X l'équation Y, et donc maintenant nous avons une équation à une seule inconnue, donc on développe, et nous obtenons la résolution du problème de l'inconnu X, et si nous avons le montant de X, il serait très simple de trouver le montant de l'inconnu Y. Voilà comment on résout le problème des prestations réciproques. Alors maintenant que nous avons explicité comment on traite les charges indirectes, qui est bien entendu l'apport de la méthode des centres d'analyse et comment on impute les charges indirectes ou les frais des centres, une section principale au coût et coût de revient, nous allons voir comment s'enchaînent les coûts. On va pas calculer directement le coût de revient, mais on va passer par un certain nombre de coûts et donc des étapes de calcul. Alors, la première étape qui correspond à l'opération d'approvisionnement, on va calculer un coût d'achat de matière, qui comprend les charges directes d'achat, autrement dit, essentiellement le prix d'achat, et les charges indirectes d'achat, autrement dit, les frais du centre achat ou approvisionnement qui seront imputés. Alors, si l'entreprise détient des stocks de matières premières, donc il faudrait établir un compte d'inventaire. Alors, l'opération suivante, c'est l'opération de production. Alors, là, on va établir un coût de production qui comprend les charges directes de production plus les charges indirectes de production, qui sont les frais des centres de production qui sont imputés au coût de production. Et là aussi, si l'entreprise fabrique pour le stock, on doit établir le compte d'inventaire du stock des produits finis. Et nous arrivons à la dernière étape, qui est l'étape de distribution et de vente. Et c'est là où nous allons calculer le coût de revient, qui comprend le coût de production, les charges directes de distribution et les charges indirectes de distribution, autrement dit les frais du centre de distribution. Deux problèmes peuvent survenir lorsqu'on calcule le coût de production. Alors, le premier problème, c'est l'existence de déchets. Alors, quel est l'impact de l'existence des déchets sur le coût de production? Alors, premier cas, le cas où les déchets ont une valeur à la vente ou à une réutilisation. Si nous sommes dans ce cas-là, la valeur de ces déchets vient en diminution, donc on diminue le coût de production de la valeur de ces déchets. Si par contre nous sommes dans le cas où les déchets n'ont pas une valeur à la vente ou à une réutilisation, mais nécessitent des coûts pour le transfert en dehors de l'entreprise ou de leur traitement avant leur éducation, eh bien, ces coûts vont venir en augmentation, c'est-à-dire on ajoute ces coûts au coût de production. Le deuxième problème, les encours. C'est-à-dire, si jamais nous avons des encours de production, que ce soit un encours au début de la période ou un encours à la fin de la période, quel est l'impact sur cela? Eh bien, les productions en cours constituent des biens ou des services qui sont fabriqués ou exécutés par l'entreprise elle-même et non encore finis. Donc, ils n'ont pas encore atteint le stade de produit fini. Si jamais nous avons ce cas-là, la valeur de l'encours initial vient s'ajouter. Donc, on ajoute la valeur de l'encours initial au coût de production de la période. Et on retranche la valeur de l'encours final au coût de production de la période. Voilà, nous allons maintenant passer à un exemple d'application pour opérationnaliser tout cela, essentiellement voir comment nous allons calculer les différents coûts et le coût de revient, et ceci en se basant sur un cas qui sera mis en ligne sur votre plateforme. Et je vous remercie.